Que faire pour jeûner sans prendre de risques? Y a-t-il des personnes pour lesquelles il est déconseillé de jeûner? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview sur la pratique du jeûne. Sur cette chaîne, nous faisons le lien entre développement personnel et spiritualité. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christopher Robb, qui est diététicien nutritionniste et qui accompagne des jeûneurs à distance ou alors en présentiel lors de retraites qu'il organise. Bonjour Christopher, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Damien, merci pour ton accueil. C'était un honneur. Merci beaucoup. Du coup, aujourd'hui, Christopher, on va échanger sur ton cheminement personnel qui t'a amené à expérimenter et proposer la pratique du jeûne. Et tu vas partager avec nous de nombreuses clés indispensables pour jeûner en toute sécurité. Du coup, toi, Christopher, tu es diététicien nutritionniste et le jeûne, du coup, dans ta formation, c'est pas forcément une pratique qui est abordée ou même recommandée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à proposer des accompagnements aux jeunes? Bien entendu, Damien. Effectivement, pour revenir sur le premier point, le jeûne thérapeutique, ce n'est pas quelque chose qui est mentionné dans le cursus, voilà, on va dire scolaire de ce que peut être la formation pour devenir diététicien. Donc c'est vrai que je sortais déjà des sentiers battus à ce moment-là, mais on pouvait quand même trouver des profs et des élèves, voilà, qui pouvaient être ouverts sur le sujet, mais ce n'était surtout pas quelque chose qu'il fallait mentionner à un examen, par exemple, ou voilà, parler de ce genre de notions où la science a encore besoin de faire son chemin. Mais par rapport à mon cheminement personnel, ce qui m'a amené à accompagner des gens euh, à intégrer le jeûne thérapeutique dans leur vie, en fait, ça a surtout commencé à l'âge de 18 ans, quand je me suis retrouvé dans une région en France, dans le sud-ouest, avec beaucoup de gens de confession musulmane, et que j'ai été confronté aux personnes qui pratiquaient le ramadan. Et ça m'a énormément intrigué de voir ces gens se priver de nourriture du matin au soir, mettre une petite gorgée d'eau dans leur bouche, alors que des fois on travaillait en plein soleil quand je travaillais dans les vignes, par exemple, dans le sud-ouest, l'été. Donc ça m'a énormément marqué et il y a eu une prise de conscience à l'âge de 18 ans où je me suis dit, ça, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de voir comment mon corps va s'adapter, comment il va ressentir cette privation de nourriture. Et j'ai pratiqué en même temps que des amis qui faisaient le ramadan, j'ai pratiqué ce jeûne. Euh, Ça a commencé là. Voilà, Damien. Ok, super. C'est intéressant du coup que tu es rentré par la voie plutôt, je préfère dire spirituelle que religieuse, mais Oui, tout à fait. tu es rentré par là. Et du coup, quand tu parles du jeûne aujourd'hui, enfin en tout cas moi quand ça m'arrive d'en parler, je fais face à certaines croyances, certaines réactions, et je voudrais savoir comment toi tu réagis quand des personnes vont être par exemple impressionnées et vont te dire waouh, moi je pourrais jamais faire ça, ou d'autres personnes qui vont être plutôt dans la résistance et qui vont te dire moi, c'est sûr que je ne pourrais pas faire ça parce que je céderais direct à la tentation, je ne pourrais pas rester sans manger aussi longtemps, voire même des personnes qui vont te dire mais c'est dangereux, quoi. C'est ne pas manger pour avoir de l'énergie, tout ça, c'est nécessaire. Est-ce que tu peux nous parler du coup des croyances liées à la nourriture qui vont empêcher les jeunes de jeûner et comment toi tu y réponds? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, effectivement, souvent quand on parle de jeûne thérapeutique, on a deux catégories de personnes. On a une catégorie de personnes qui va tout de suite se juger incapable de faire quelque chose pareil. Et puis on va avoir une autre catégorie de personnes beaucoup plus sceptiques et voilà, qui vont remettre en cause peut-être l'efficacité ou qui vont justement mettre en avant la dangerosité du jeûne. Donc, comment je m'adapte à ça et à ces personnes? La première catégorie de personnes qui se disent généralement incapables sont les personnes qui se surprennent le plus quand après elles suivent mes conseils, parce que la plupart du temps, enfin, il n'y a pas un patient que j'ai accompagné au jeûne thérapeutique qui n'a pas commencé en me disant que j'en serais incapable. Et donc déjà, ça, c'est une croyance que les gens on va dire,
s'infligent à eux-mêmes de ne pas se croire capable de quelque chose. Donc ça, si vous êtes déjà dans la catégorie où vous vous dites que vous n'êtes pas capable, ben, moi, je peux vous le dire que vous êtes capable parce que j'ai vu tellement de gens euh, adopter le jeûne. Après, c'est juste qu'il y a une façon d'adopter le jeûne, il y a une façon d'intégrer le jeûne. On ne fait pas des jeûnes d'une semaine d'un coup. Voilà, on va dire qu'il y a une continuité à suivre, hein, Damien, ça c'est très important que les gens le comprennent. Et puis après, par rapport aux gens qui pourraient être sceptiques, qui verraient de la dangerosité ou donc par rapport à certaines idées reçues, euh, la première idée reçue, je dirais qu'il faut vraiment bannir, c'est de se dire, ben, je vais arrêter de manger. Je vais être carencé, je vais arrêter de manger, du coup, bah, je vais stocker les graisses pour le lendemain. Enfin voilà, ça, ces deux choses-là, par exemple, c'est des fausses idées. Le corps humain est beaucoup plus complexe que ça et chaque être humain a un métabolisme qui lui est propre. Donc, on ne peut plus faire de généralité comme ça aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, on a énormément d'études cliniques maintenant qui sont faites sur les hommes, hein, sur les êtres humains. Et on sait aujourd'hui, par la science, par de nombreuses études, que le jeûne peut être bénéfique dans plein de cas différents, à condition d'être bien accompagné, bien guidé, voilà, et d'avoir les bons conseils, Damien. Ça va de soi. Et mais du coup, il y a quand même un travail, je dirais, préliminaire sur les croyances, où en général, les personnes qui viennent à toi sont déjà convaincues de l'aspect positif du jeûne. Mais quand tu as affaire à des personnes, peut-être quand tu vas faire une conférence, tu as affaire à des personnes qui vont être un peu plus sur ces modes-là, un peu sur la critique ou résistant. Euh, Mhm. du coup, voilà, tu as un travail à faire sur les croyances avant de pouvoir accompagner une personne dans le jeûne. Un travail sur les croyances, c'est-à-dire. Bah, quels sont, enfin, après, c'est difficile parce que c'est aussi certainement au cas par cas Eh euh, oui, c'est ça. parce que voilà, enfin, les croyances que je t'ai mentionnées tout à l'heure, de je vais pas être capable, j'ai peur de ne pas réussir à tenir. Comment se reprogrammer finalement? Bon, tu me l'as un petit peu dit hein, avec qu'aujourd'hui, ben, voilà, déjà, il y a des tas de personnes qui pratiquent le jeûne. Euh, il y a aussi des tas d'études que tu mentionnes qui exposent les effets bénéfiques du jeûne. Euh, mais néanmoins, voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui, malgré ça, restent un petit peu récalcitrantes et puis Alors, effectivement, de toute manière, quand les gens viennent à moi par rapport aux jeunes, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Quand les patients viennent à moi qui ne savent pas forcément que je vais mettre en avant le jeûne thérapeutique, des fois ils le découvrent et on n'oblige personne à jeûner directement comme ça. Voilà, pour travailler ces croyances, il y a un processus mental à intégrer. C'est-à-dire qu'une personne qui va être réticente, je vais lui planter la graine que le jeûne pourrait avoir une efficacité sur tel ou tel symptôme, sur telle ou telle pathologie ou sur tel ou tel besoin que la personne elle a à ce moment-là. Et dans tous les cas, on y va de manière progressive. Aujourd'hui, on peut faire des jeûnes intermittents d'une durée de 12 heures, 14 heures, 16 heures. On peut faire des jeûnes de 24 heures et après, on peut aller sur des jeûnes de plusieurs jours. Donc, il faut donner le temps aux gens d'expérimenter aussi des jeûnes plus courts pour pouvoir justement travailler ces blocages mentaux qui peuvent y avoir. Voilà, je pense que c'est la meilleure réponse que je pourrais donner en tout cas pour travailler ces blocages. d'accord, c'est vraiment l'expérimentation progressive et puis voilà, l'accompagnement personnel et individualisé. Oui, et d'expliquer aux gens aussi, d'expliquer aux gens quels bénéfices, quels résultats ils vont pouvoir tirer de cette expérience. Et quand les gens comprennent vers où ça peut les mener, vers quels objectifs, quels résultats,
bah, les gens sont plus dans l'acceptation de faire cette expérience. Mais c'est là qu'on se rend compte du besoin d'être accompagné, d'être guidé dans cette étape pour prétendre à ces résultats. Voilà. Et, du coup, avant d'aborder en détail, tu parlais un petit peu tout à l'heure qu'il y a des étapes à suivre pour que le jeûne soit bénéfique et sans risque. Donc, on va les aborder d'ici quelques minutes. Mais avant ça, est-ce qu'il il y a des personnes, des profils de personnes pour lesquelles il est déconseillé de jeûner, ou en tout cas, toi, tu vas refuser peut-être d'accompagner certaines personnes? Je pense, je ne sais pas, est-ce que c'est un risque pour les femmes enceintes, pour des personnes qui vont avoir une relation avec l'alimentation un petit peu particulière? Je pense à des personnes anorexiques. Est-ce que tu peux nous détailler ça un petit peu? Bien sûr, bien sûr. Alors, il est évident que le jeûne n'est pas indiqué pour tout le monde, et ça, c'est important que tout le monde le comprenne. Alors là, quand on dit que le jeûne n'est pas adapté pour tout le monde, je vais partir sur des jeûnes au-delà de 24 heures. OK? Des jeûnes de 16 heures, des jeûnes de 24 heures. D'une manière générale, tout le monde peut l'expérimenter. Mais voilà, c'est toujours bien quand même d'avoir un suivi médical ou un suivi avec un professionnel de santé qui s'y connaît quand même, parce que il y a des informations que vous pourriez manquer sur le chemin. Après, c'est sûr qu'il y a des contre-indications. Comme tu l'as dit, Damien, on ne conseille pas le jeûne aux femmes enceintes, on ne conseille pas le jeûne aux enfants ou même aux adolescents, on ne conseille pas le jeûne aux personnes âgées de plus de 65 ans. Et après, il y a des contre-indications du type, je reprends mes notes aujourd'hui, par exemple, des contre-indications pour des gens qui ont des maladies comme des cancers, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, on a des études cliniques, voilà, qui commencent à prouver que ça peut aider, on peut accompagner des gens. Mais là, voilà, il faut vraiment avoir un suivi médical et nutritionnel, c'est indispensable. Ok. Euh, Et du coup dans tes accompagnements, tu détailles vraiment pas à pas qu'est-ce qui est indispensable de faire pour que le jeûne soit bénéfique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sur quoi il faut être vigilant finalement quand on réalise un jeûne pour pouvoir vraiment que ce soit un moment de régénération que ça fasse pas l'inverse? Oui, alors du coup, pour répondre à cette question, on va dire que pour des jeunes de 16 heures, des jeunes d'une journée, de 24 heures, il n'y a pas vraiment énormément on va dire, de mise en place, de protocoles à mettre en place. Voilà, c'est des jeunes qui peuvent donner une première idée, une première expérience. Néanmoins, je reviens sur, parce que j'y pense tout de suite entre parenthèses, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, même des jeunes de ce type, 16 heures, 24 heures, c'est absolument contre-indiqué. Ça, c'est vraiment important de le redire aujourd'hui. Et donc, pour répondre à la question, là, j'essaie de resynthétiser la réponse. Rappelle-moi la question, parce que du coup, je suis revenu sur les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. C'était vraiment important de le mentionner. Alors la question c'était quelles sont les étapes indispensables Oui, à suivre pour un jeune? très bien. Et on va dire qu'après, les étapes indispensables pour intégrer le jeûne, euh, pour répondre à ça, on va dire pour des jeunes qui dépassent 48 heures, voilà, pour des jeunes de 2 jours, 3 jours, 4 jours et plus, il y a vraiment une étape en amont qu'on peut appeler descente alimentaire, ou en tout cas qu'on peut appeler euh, équilibrage alimentaire sur les quelques jours qui vont précéder le jeûne. Cette descente alimentaire, elle a son importance parce que du coup, il y a des catégories d'aliments qu'on va enlever quelques jours avant de jeûner, dans le but de préparer l'organisme aussi à une détoxification plus douce, dans le but de préparer l'organisme à une crise d'acidose moins forte, qui est quand même un passage dans le jeûne qui est un passage important. Et après, pendant le jeûne, je dis toujours que la pire chose à faire, c'est de ne rien faire.
Donc, pendant un jeûne, c'est très important de suivre un programme, de suivre des rituels, de s'autodiscipliner à suivre ces rituels, de ne pas travailler, idéalement. Tout le monde n'est pas capable de jeûner en travaillant. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la remontée alimentaire. Et attention, j'insiste énormément sur ce point. C'est là que se jouent tous les effets bénéfiques d'un jeûne. Ça va vraiment se décider sur cette remontée alimentaire et la façon dont vous allez vous réalimenter de manière qualitative, hein, c'est-à-dire quels aliments vous allez choisir, ou de manière quantitative, quelle quantité vous allez choisir. Ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est là, c'est sur ce point que j'observe le plus d'erreurs quand je suis des gens sur des groupes ou des gens qui m'expliquent leurs expériences qu'ils ont fait avant de me connaître, hein, par exemple. C'est là que j'observe le plus d'erreurs. Et c'est là que je vois que les gens se mettent beaucoup en danger leur santé parce que la remontée alimentaire est souvent pas bien faite et c'est l'élément le plus important du jeûne. C'est comment vous allez vous réalimenter derrière. C'est fondamental, Damien. Donc ça, si vraiment que je veux quelque chose que les gens comprennent aujourd'hui, c'est ce besoin de vraiment être bien guidé dans cette remontée alimentaire pour pas faire d'erreur parce que la santé, c'est trop important. Et est-ce que tu peux nous donner quelques clés du coup par rapport à ça, à la fois la descente alimentaire, quels sont les aliments qu'on va enlever, dans quel ordre, et puis la reprise, par quoi on va commencer et qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter au bout de combien de temps? Alors, on va prendre un exemple d'un jeûne d'au moins 3 jours. Voilà, d'un jeûne d'au moins 3 jours qui est la période, on va dire, minimale pour vraiment aller chercher la crise d'acidose, pour vraiment aller chercher une détoxification, pour vraiment aller chercher des résultats. Euh, D'une manière générale, la descente alimentaire, euh, et même avant. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, voilà, descente alimentaire, on va faire ça sur 3 jours. Si on fait 3 jours de jeûne, et on va avoir vraiment 3 jours stricts de remontée alimentaire. On va dire que cette proportion de jours de descente et de remontée s'adapte au niveau du jeûne. Voilà, ça, je pense que j'ai été plutôt clair. Et ensuite, même avant les 3 jours, on va quand même supprimer certains produits comme les aliments sucrés. Très important de supprimer les produits sucrés, de supprimer par exemple les épices, les choses comme ça, les choses qui pourraient laisser des fibres dans les intestins. Et plus on va se rapprocher du jeûne, on va ensuite supprimer tout ce qui va être féculent. Et puis au dernier moment, on va vraiment supprimer aussi tout ce qui est protéines animales pour rester sur la fin qu'avec un tout petit peu de matière grasse ou voilà, sur des végétaux comme des fruits, des légumes cuits. Voilà, principalement. Et cette remontée alimentaire, alors c'est très succinct, hein, dit comme ça, hein, Damien, parce que c'est plus compliqué que ça dans l'organisation, dans le processus. Mais après, sur la remontée alimentaire, oui, dis-moi. Et du coup, pour synthétiser là, cet aspect descente alimentaire, euh, tu disais du coup retirer les sucres et épices avant la descente alimentaire, quelques jours avant la descente alimentaire. Et au niveau de la descente alimentaire en soi, donc retirer tout ce qui est céréales, pommes de terre, tous ces aliments qui apportent finalement de l'énergie. Et ce qui m'a surpris, c'est que tu disais enlever les produits animaux plutôt à la fin de la descente alimentaire. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'on les enlève au début? Enfin, j'ai pas. Alors, pour revenir avant la descente, ce qu'on va surtout enlever en amont, effectivement, les produits sucrés, l'alcool, les épices, les choses comme ça, pour vraiment préparer l'organisme à une descente alimentaire douce. Voilà. Euh, Ensuite, par rapport aux protéines animales, on va dire que sur un jour, sur un jeûne de 3 jours, pour préserver la perte de masse musculaire, parce que c'est important de conserver les muscles pendant un jeûne. On peut consommer des protéines animales jusqu'à, on va dire, jour 2 de descente alimentaire, mais il n'y en aura pas le jour 3. Voilà, il n'y en aura pas le jour 3. Mais ces protéines animales, ça va peut-être être un œuf, ça va peut-être être voilà, des protéines animales comme ça. Ça ne va pas être de la viande rouge, surtout pas. Ça va pas être de la viande blanche. Ce sera plutôt un morceau de poisson ou un morceau d'œuf pour garantir une conservation de la masse musculaire, des muscles.
Bah voilà, je pense avoir répondu à la question. Ok, du coup, on retire aussi, je me posais la question, par exemple, tu vois, pour les personnes qui prennent du café, du thé, voire même le chocolat. Ça aussi, c'est des aliments un petit peu excitants. Donc, c'est aussi au moment de l'alcool et du sucre. On arrête ça avant la Bah, descente. ça, c'est propre à chacun parce que on peut boire du thé en jeûnant, on peut boire du café en jeûnant. Je veux dire, il y a des gens, ils jeûnent comme ça et le corps le tolère très bien. Encore une fois, voilà, après, chaque être humain va être différent. Le chocolat, c'est sûr qu'on l'enlève parce que, à moins qu'il soit 100% de cacao, il y aura du sucre dedans. Donc, ça, c'est sûr que les produits sucrés, une semaine avant, vous les enlevez. Et café, thé, bien évidemment, moi, je conseille de les diminuer, voire de les arrêter si c'est possible. Par contre, si c'est inenvisageable pour la personne, eh ben, c'est inenvisageable pour moi de lui dire de ne pas boire de café. Voilà, je préfère qu'elle en boive un plutôt qu'elle en boive zéro. Voilà. Ok. Et du coup, je t'avais coupé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous refaire un petit peu la même progression qu'il va y avoir pour la reprise alimentaire? Alors, pour la remontée alimentaire, moi, j'ai eu l'habitude de conseiller un protocole que j'ai appris quand j'ai jeûné quand j'ai jeûné dans un sanatorium célèbre en Russie. Voilà, on va dire un des centres référents dans le monde avec un centre en Allemagne et un aux États-Unis maintenant qui va bientôt arriver. La remontée alimentaire, principalement le premier jour. Et généralement, moi, je conseille des décoctions de fruits, c'est-à-dire des fruits des fruits secs que vous aurez fait bouillir dans de l'eau. Et donc, de déjà vous hydrater avec ce jus de fruits secs, voilà, qui va être un peu sucré. Ça, c'est déjà pour réapporter du sucre, pour réapporter des vitamines, pour réapporter des minéraux. Mais on peut rajouter dans le premier jour des fruits ou des légumes qui vont être cuits vraiment cuit pour faciliter la digestion, pour relancer l'estomac, tout le processus de digestion en enlevant la peau. En enlevant la peau aussi pour vraiment faciliter la digestion, puisque la peau, ça va apporter beaucoup de fibres et on ne veut pas apporter trop de fibres tout de suite. On veut vraiment réapporter du sucre, de la mâche. Donc ça, le premier jour, ça va être ça, hein. Ça va être fruits, légumes, il n'y aura rien d'autre. Et le deuxième jour, on va commencer à réajouter, par exemple, un peu de matière grasse. Ça peut être un peu d'huile d'olive, un peu d'huile colza, ça peut être un peu de beurre, ça peut être un peu d'huile de coco, par exemple, pour réapporter du gras qui va nous permettre d'apporter des calories et qui va nous permettre aussi d'apporter une densité énergétique importante avec les produits gras. Et à partir de ce deuxième jour, vous allez pouvoir aussi commencer à intégrer des féculents en petite quantité. Et puis à partir du troisième jour, on va pouvoir augmenter la consommation des fruits et des légumes. On va pouvoir augmenter la consommation des féculents. On va pouvoir réintégrer un peu de protéines animales. Voilà dans les grandes lignes un peu comment ça se passe. Ok, du coup, euh, j'essaie de voir si j'ai bien compris, de récapituler. Premier jour, c'est de l'eau dans laquelle on a fait tremper des fruits secs. Donc on boit juste Voilà, l'eau, on mange pas les fruits. on a fait bouillir, c'est-à-dire qu'on a fait une décoction. On met 500 millilitres d'eau dans la casserole, on met allez, 100 grammes de raisins secs, tu fais bouillir, tu fais une décoction et après tu bois ce jus. Et éventuellement, dans la journée, tu peux mâcher quelques raisins et tout. Voilà. D'accord. Donc c'est cette eau-là, plus un peu de fruits cuits et des légumes cuits. Voilà. Et donc ça, c'est pour le premier jour. Euh, Voilà. Deuxième jour, alors voilà, on rajoute les aliments gras, donc plutôt vierge, plutôt pas cuit, je suppose, parce que C'est ça, exactement. on évite les fritures deuxième jour après la reprise du jeûne. Ouais. Ok, donc plutôt des huiles vierges non chauffées. Et troisième jour, directement dès le troisième jour, on rajoute féculents et un peu de protéines animales, un peu d'œuf, par exemple. Voilà, par exemple. Je vais plutôt rajouter un œuf, voilà, c'est vrai, ce troisième jour. Et je dirais à la personne d'attendre jour 4, jour 5 avant de rajouter de la viande blanche ou du poisson ou de la viande rouge si elle en consomme. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Merci pour tout ça, parce que déjà, là, sur la descente alimentaire et la remontée, enfin, là, tu nous as partagé vraiment des informations assez précises
qui sont pas évidentes à trouver en fait. Puis parfois, il y a aussi des personnes qui, comme tu le disais, hein, qui chacun donne des recommandations différentes. Chaque personne va avoir aussi des choses dans leur pratique un peu différentes. Euh, pour revenir sur les pratiques du jeûne dont tu parlais tout à l'heure, tu disais que bah, le plus important dans le jeûne, c'est de ne pas rien faire. Mhm, Le plus dangereux, c'était de ne rien faire, c'est ça que tu disais. Et c'est du ça. coup, quel genre d'activités sont recommandées durant le jeûne? Alors, quel genre d'activités sont recommandées pendant le jeûne? Moi, je vais vous donner un exemple type de comment va se passer ma journée pendant que je jeûne ou comment va se passer la journée d'un jeûneur que j'encadre. Déjà, on ne va pas se lever trop tard. Voilà, on dit toujours que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais voilà, on ne se lève pas trop tard. Généralement, ce que je fais quand on démarre la journée, c'est que je fais une petite méditation, une petite gym douce, ça peut être une petite promenade. Enfin voilà, en tout cas, l'idée, c'est de faire des étirements, en tout cas quelque chose où on va mettre le corps en mouvement. Derrière, je fais toujours une pesée pour vérifier le poids. Très important de contrôler le poids pendant le jeûne. Je fais une prise de tension, je vérifie la tension pour être sûr que tout va bien. Alors, la tension, généralement, elle diminue un peu et il n'y a rien d'alarmant, c'est normal. Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh ben, vous pouvez faire une promenade dans la nature. Voilà, par exemple, c'est une super idée. Et ensuite, bah, vous pouvez pratiquer des activités comme du yoga. Moi, ce que j'aime bien faire chaque jour de jeûne, c'est une séance de sauna, par exemple. C'est très intéressant. Sauna ou hammam. Je vais continuer ma journée aussi par un lavement. Voilà, moi, je recommande et je pratique le lavement quand je jeûne. Et ensuite, après ces moments-là, bah, il y a des moments de repos. Voilà, c'est important d'avoir des moments de repos avec, par exemple, une petite bouillotte d'eau chaude sur le foie, parce que le foie est un organe qui travaille énormément pendant qu'on jeûne, donc ça va lui faire du bien. Et puis ensuite, bah, voilà, faut pratiquer des activités relaxantes. Vous en profitez pour prendre des nouvelles de vos amis, pour écrire, pour pratiquer des activités qui sont importantes pour vous. Voilà, c'est important de cultiver ce jardin intérieur pendant que vous jeûnez, puisque on parle plus de la dimension spirituelle aujourd'hui. Et j'accorde énormément d'importance à ce côté spirituel, à ce côté retour aux sources, retour sur soi et de vraiment faire des activités qui vont vous faire du bien. Voilà, qui vont cultiver des choses que vous avez besoin de cultiver. D'accord, donc du coup, il y a à la fois des activités plus orientées sur la mise en mouvement pour faire un peu circuler Exact. la lymphe qui se trouve dans notre corps et puis ça va stimuler le nettoyage. Et tu parlais aussi du coup d'un deuxième type d'activité qui vont être plus de l'ordre de la... Enfin, bon, les deux vont un petit peu ensemble, mais de l'ordre de la détente, de peut-être un peu de l'introspection aussi. Quand tu parles C'est de ça. spiritualité, ça me fait penser à ça, à de l'introspection, de ne pas être dans le... éviter de le faire en travaillant parce que sinon on est dans des activités stressantes et qui ne vont pas permettre un nettoyage vraiment en profondeur. C'est ça. Il y a le côté vraiment dimension physique. On met le corps en mouvement, on lui permet de se détoxifier, de se nettoyer, d'activer tous les organes émonctoires, c'est-à-dire les organes qui vont détoxifier l'organisme. Et puis d'un autre côté, vraiment ce côté introspection avec des activités de relaxation, de lecture, de développement personnel, voilà, vraiment du côté où on travaille le mental. Voilà, c'est important. Et du coup, pendant le jeûne, il peut y avoir un petit peu des symptômes liés à l'élimination. On peut avoir, qu'est-ce qu'on peut ressentir finalement euh, voilà, enfin, on peut ressentir des choses et du coup, il est préférable de ne pas s'en inquiéter, c'est normal. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez faire un jeûne qui va dépasser 48 heures, donc au moins 3 jours, vous allez passer par un processus métabolique qui est complètement normal. Le corps humain fonctionne comme ça. Vous allez faire une crise d'acidose. Cette crise d'acidose, c'est un changement, on va dire, de substrat énergétique dans le corps. Normalement, notre corps fonctionne
nos cellules, leur carburant principal, c'est du glucose. Sauf que quand on va jeûner et qu'on dépasse 24 heures de jeûne, le corps va fonctionner différemment et il va aller piocher dans nos matières grasses et aussi dans nos protéines pour faire un autre substrat qu'on appelle les corps cétoniques. Et notre corps va fonctionner avec les corps cétoniques. Et quand on passe sur cette voie métabolique, donc cette crise d'acidose, ce changement où les cellules vont plus utiliser du glucose, mais elles vont utiliser des corps cétoniques, dans cette adaptation, on peut ressentir des nausées, on peut ressentir de la fatigue, on peut ressentir une sensation de vomir, on peut ressentir des courbatures, des choses comme ça, des douleurs musculaires. Il faut aussi savoir que pendant cette crise d'acidose, si vous souffrez d'une pathologie particulière, je vais prendre l'exemple des asthmatiques. C'est celui qui est le plus flagrant. Quand j'étais en Russie, il y avait une personne qui était asthmatique, qui venait jeûner 4 fois par an dans le sanatorium. Et elle m'expliquait que pendant la crise d'acidose, elle avait des crises d'asthme plus fortes. Parce que ce que m'a appris le docteur en Russie, c'est que quand on a une maladie et qu'on jeûne, euh, pendant cette période de crise d'acidose, les symptômes vont être exacerbés. Donc, vous êtes asthmatique, vous allez faire des crises d'asthme un peu plus fortes avant que ça revienne dans l'ordre. Vous avez des douleurs d'arthrose, des douleurs d'arthrite, vous allez avoir des douleurs plus fortes pendant la crise d'acidose, mais après, ça rentre dans la normale. Moi, j'ai une hernie discale avec une sciatique gauche récidivante, donc avec des douleurs pas mal au niveau du sacrum et au niveau des jambes. À chaque crise d'acidose, j'ai des douleurs très fortes dans les jambes et c'est systématique. À chaque fois que j'ai jeûné, c'est toujours comme ça. Et après, ça rentre dans l'ordre. Alors, ce n'est pas des symptômes pour lesquels on doit s'alarmer. Absolument pas. La plupart du temps, ça rentre très vite dans la norme. Néanmoins, en fonction de votre situation, de votre pathologie, de votre histoire, il est peut-être parfois plus juste et plus conseillé d'être suivi pendant cette crise d'acidose et au moins d'avoir une personne à qui on peut poser des questions pour se sentir rassuré. Et c'est ça que j'apporte le plus en fait dans l'accompagnement, c'est que les gens ne se sentent pas seuls pendant une crise d'acidose ou pendant un jeûne ou pendant n'importe quelle étape du processus. C'est de se dire, j'ai quelqu'un qui peut me rassurer, qui va pouvoir répondre à mes questions et qui va pouvoir me guider dans ce processus. Voilà. Ok. Et il peut y avoir aussi des soucis tu sais, au niveau du cœur, des accélérations cardiaques. Moi, quand j'ai jeûné, personnellement, ce que j'avais ressenti, c'est un petit peu une sorte de boule au niveau du foie. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu C'est un peu inquiétant, tu vois, quand on a le cœur qui s'accélère, ça peut faire peur. Et comment réagir par rapport au... Tu peux nous parler peut-être des émonctoires, de comment si on a des douleurs au rein, des douleurs au foie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, on peut faire un peu de tachycardie, des palpitations quand on jeûne. Voilà, on va dire que c'est une réaction normale aussi. Euh, Ensuite, tu me parles de boules au niveau du foie. C'est vrai que le foie, c'est l'organe qui va travailler le plus pendant le jeûne. Donc, c'est vraiment celui qu'il faut chouchouter. Pour prévenir ça, moi, je vous recommande fortement de mettre une bouillotte sur votre foie 20 minutes par jour, pas plus que 20 minutes, euh, pour déjà soulager et améliorer le fonctionnement de votre foie. Ensuite, si vous avez des douleurs et si vous avez beaucoup de douleurs qui ont tendance à durer, ce n'est pas normal. Il faut arrêter de jeûner. Le jeûne, c'est quelque chose qui doit rester agréable. C'est quelque chose qui doit rester vraiment, vraiment agréable. Et si à un moment vous luttez trop, parce qu'il y a trop de douleur, parce qu'il y a une détoxification qui est peut-être vraiment trop forte et ça vous alarme, eh ben, il faut réenclencher tout de suite une réalimentation douce et progressive, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que ça doit rester agréable un jeûne.
c'est normal qu'il y ait une crise d'acidose, qu'il y ait des passages qui soient un peu compliqués, mais si ça dure, c'est que voilà, le corps, là, il a dit stop. Des fois, il faut plus écouter son corps que le mental. Mais, euh, mais voilà, c'est ce que je peux dire de manière plus simple pour répondre à ça, pour pas que les gens s'alarment. Voilà. D'accord. Et tu disais la bouillotte sur le foie, pas plus de 20 minutes? Non, pas plus de 20 minutes, pas plus de 20 minutes. En tout cas, enfin, ça peut être plusieurs fois 20 minutes, peut-être deux, trois fois dans la journée, mais pas plus de 20 minutes parce que généralement, après, vous pouvez vous retrouver avec une plaque rouge sur la peau et c'est surtout pas ce qu'on veut. Voilà, on veut juste appliquer un peu de chaleur parce que le foie, c'est un organe qui fonctionne très bien quand on lui met une, une température plus élevée. Mais voilà, pas plus de 20 minutes. C'est comme quand on va dans les sources d'eau chaude qui sont à 60, 70, 80 degrés. Il faut jamais rester plus de 20 minutes. C'est très mauvais pour les organes d'être soumis à de très hautes températures trop longtemps. Voilà. Mais aucun problème de faire quelques cycles comme ça, mais pas plus de deux, trois fois dans la journée. Voilà. Ouais, donc, à la fois par rapport à ces signes-là de nettoyage pendant le jeûne, tu disais, ben, enfin, le fait d'être suivi, déjà, toi, tu peux permettre aux personnes du coup, de dire, ben, ça, c'est normal, et ça, par contre, c'est pas hyper, hyper normal. Et puis, tu disais aussi le fait de ben, surtout s'écouter, en fait, et sentir qu'à un moment donné, c'est trop, et pas pousser non plus trop loin, quoi. C'est ça, surtout s'écouter. Deux points, par exemple, par rapport à ce que tu dis. Euh, le fait d'être suivi en amont, c'est-à-dire que quand vous vous faites accompagner vraiment par un professionnel pour jeûner, vous allez avoir des conseils que vous allez appliquer avant même la descente alimentaire. Vous allez appliquer ces conseils. Ensuite, vous allez appliquer les conseils de la descente alimentaire. Et en appliquant tout ça, vous allez avoir une crise d'acidose moins forte. Parce que cette crise d'acidose, on peut la jauger. On peut, après, chaque être humain est différent. Peut-être vous allez suivre tous ces conseils et vous allez faire une crise d'acidose très forte. Moi, je ne peux pas le prédire ça. Mais déjà, en amont, on peut prévenir tellement de choses pour qu'il y ait une détoxification qui soit plus douce, plus en douceur, plus voilà, tranquille. Et après, par rapport à ce que tu dis, de ne pas s'exiger trop, c'est très important que si vous programmez dans votre tête 3 jours de jeûne, de faire ces 3 jours de jeûne, et que si vous vous sentez bien, oui, on peut pousser un quatrième jour, pourquoi pas. Mais c'est très important de respecter ce pourquoi vous vous êtes conditionné. Voilà, ce pourquoi vous vous êtes conditionné. Et il ne faut pas que le mental prenne le dessus après. C'est-à-dire que c'est pas parce que bah, j'ai envie de faire aller le quatrième jour, nanana, nanana, et que là vous vous sentez pas bien, bah non, votre corps il s'est conditionné pour 3 jours. Vous l'avez conditionné, vous l'avez préparé. Donc c'est important de le conserver. Voilà, je voulais faire un point sur ça, Damien, parce que tu m'y as fait penser. Et du coup, également dans l'autre sens, si on s'est conditionné pour 3 jours, mais que finalement, au bout du premier, deuxième jour, on se sent déjà très mal, est-ce que, il vaut mieux interrompre ou... Exactement. Exactement. Si vraiment on se sent trop mal, moi je vous dis la crise d'acidose, les symptômes que vous pourriez vraiment ressentir de mauvais, si ça dépasse 24 heures, 24 heures c'est beaucoup, hein, je parle d'une journée complète. Si au bout de 24 heures vous êtes encore en difficulté, oui, il faut reprendre une alimentation progressive et c'est peut-être que là, c'est pas le bon moment pour vous, quoi. Voilà. Tu as mentionné plusieurs fois, enfin 2 fois, tu sais, ton séjour en Russie où tu as expérimenté Oui. le jeûne, du coup, dans ces centres de jeûne en Russie. Euh, du coup, je me dis que les personnes peut-être se posent des questions parce que comme on peut entendre des choses et puis son contraire, toi, ta pratique du jeûne s'appuie entre autres sur cette expérience que tu as de ces centres-là. Ma pratique du jeûne s'applique sur les 10 ans d'expérience déjà, 10, 12 ans maintenant, pardon, 18 ans, plus de 12 ans d'expérience de jeûne que j'ai expérimenté déjà moi. Donc, comment moi j'ai réagi, comment mon corps a réagi, comment je me suis adapté, qu'est-ce que j'ai appris déjà en 12 ans en pratiquant des jeûnes de 16 heures, 24 heures, 36 heures, 7 jours. C'est ce que j'ai fait de plus. Euh, Ensuite, j'ai un livre que je peux conseiller
qui s'appelle Le guide complet du jeûne du docteur Jason Fung, sur lequel je me suis appuyé aussi pour constituer un livret que je recommande aux personnes qui jeûnent. Et ensuite, mon expérience, effectivement, il y a eu un cap en 2016 quand je suis parti en Russie où j'avais cette idée de vouloir accompagner des gens au jeûne. Par contre, aujourd'hui, on entend tout et son contraire. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne l'apprend pas dans la formation pour devenir diététicien. Et donc, j'avais besoin d'avoir cette vision médicale, cette vision scientifique du jeûne. Et c'est pour ça que quand moi, j'ai fait mon premier jeûne de 4 jours, je voulais être accompagné par des professionnels de santé. Je voulais être accompagné par des médecins, des infirmières. Je voulais avoir un programme. Donc, tout ce que j'ai appris là-bas, je l'ai retranscrit dans ce livret que j'ai conçu moi-même, qui permet aux gens d'apprendre à jeûner en autonomie, qui est un soutien aux conseils que je donne pendant qu'ils jeûnent. Donc, oui, mon expérience se base surtout sur ça, sur toutes les dernières années, tout ce que j'ai appris. Et puis, depuis ces derniers mois, je travaille beaucoup les travaux du docteur Walter Longo, qui est la personne, c'est l'un des 50 scientifiques les plus influents dans le monde, voilà, faut le savoir, dans la communauté scientifique. Et c'est le monsieur à qui on doit toutes les études cliniques qui ont été faites sur le jeûne, sur les souris dans un premier temps et après appliquées à des études cliniques sur les êtres humains. Et je suis encore en train de beaucoup me former auprès de ces personnes-là pour encore mieux accompagner les jeûneurs dans les prochains mois à venir. Ok. Du coup, le livre dont tu parlais, je mettrai le lien dans la description pour les personnes que ça intéresse. Et par rapport au livret que toi, tu as réalisé, en fait, une sorte de synthèse qui s'appuie à la fois sur ce livre et sur tes expériences. Tu donnes ce livret ou comment ça se passe pour se procurer ce livret? Eh ben, pour se procurer ce livret, tout simplement, on l'achète, hein, voilà. Il y a tout un sommaire dedans. En fait, c'est un livret qui divulgue des conseils théorico-pratiques pour pouvoir organiser son propre jeûne. Donc, la plupart du temps, ce livret, il vient en supplément de mes conseils que je prodigue quand j'accompagne les gens au jeûne. Parce que dans ce livret, vous voyez, dans le sommaire, vous avez un peu d'histoire sur le jeûne, quelques histoires aussi sur la crise d'acidose pour anticiper les symptômes. Il y a des protocoles pour jeûner 16 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures. Donc ça, c'est très intéressant pour apprendre à jeûner en autonomie avant d'aller faire des jeûnes plus longs. Donc c'est pour ça que des fois, je recommande d'abord le livret avant de vous engager à vous faire accompagner par mes soins pour un jeûne de 3 jours. Et puis, vous avez tous les conseils pour la descente alimentaire, pour un jeûne de 5 jours, pour une remontée alimentaire aussi appliquée aux 5 jours. Et après, je vous donne des exemples d'activités, des exemples de boissons, des exemples, les indications pour le jeûne, les contre-indications, les protocoles pour les lavements. Donc, c'est un livret qui est très complet, qui s'achète tout simplement et qui vient en complément d'un forfait jeûne que vous prendriez pour faire un jeûne de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Voilà. Mais ça peut être une première étape pour faire un premier pas, voilà, vers le jeûne. Ok. Du coup, il me reste deux, trois questions à te poser, mais du coup, je vais inviter des personnes qui ont encore des questions sur la pratique du jeûne à les écrire en commentaire de cette vidéo. Et peut-être que tu pourras y répondre ou ça permettra de faire Bien d'autres sûr. vidéos pour répondre à ces questions. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et, euh, et je vais poser deux, trois questions à Christopher à la fois de synthèse et puis on va aussi étendre un petit peu la vision pour finir. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous redire finalement trois choses indispensables pour une personne qui souhaite expérimenter le jeûne? Quelles 3 sont choses indispensables Ouais. pour expérimenter le jeûne. Pour une personne qui voudrait expérimenter le jeûne seule, quelles Ouais. sont les trois choses sur lesquelles il faut qu'elle soit vraiment extrêmement vigilante? Alors, bah, je dirais le premier point déjà, c'est de définir
la durée du jeûne que vous allez faire. Voilà, de décider si ça va être 16 heures, 24 heures ou 36 heures dans un premier temps, de décider la durée. Voilà, ça doit être décidé en amont, c'est indispensable. La deuxième chose, c'est que vous allez vous hydrater plus que quand vous ne jeûnez pas. C'est-à-dire que on recommande 1,5 à 2 litres d'eau par jour minimum. Ben là, il faut s'assurer que vous ayez bien vos 2 litres d'eau dans la journée pour bien purifier, détoxifier, nettoyer, permettre d'éliminer les toxines. Donc, première chose, déterminer la durée du jeûne. Deuxième chose, bien s'assurer d'augmenter l'hydratation pendant le jeûne. Et la troisième chose, de vous organiser un programme. Voilà, la pire chose à faire pendant un jeûne, c'est de ne rien faire. Quand vous décidez une durée de jeûne, c'est une durée que vous décidez pour vous faire du bien, voilà, pour vous recentrer. Et donc, faites-vous un programme d'activité comme on a parlé tout à l'heure. Voilà, pour donner 3 points indispensables, Damien. Super, super, merci beaucoup, Christopher. Du coup, ça me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas abordé. Enfin, tu l'as un peu dit, mais du coup, j'avais pas rebondi. Sur les jeunes de 16 heures à 24 heures. Du coup, il y a pas besoin de faire cette descente, remontée alimentaire. On peut le faire de façon plus. Effectivement, pour les jeunes de 16 heures à 24 heures, il n'y a pas besoin de se mettre martel en tête et de se dire qu'il va falloir ci, qu'il va falloir ça, nanana. Après, il faut garder une cohérence, c'est-à-dire que demain, vous décidez de jeûner 16 heures ou 24 heures, bah, vous prenez pas une bouteille de vin rouge entier la veille ou une cuite ou vous n'allez pas manger un fast-food. Voilà, faut quand même garder une cohérence, tout simplement, garder du bon sens. Voilà. Mais dans un jeûne de 16 heures à 24 heures, vous vous assurez juste d'augmenter l'hydratation, de l'eau, des infusions, de l'eau avec du citron, du thé, de l'eau avec du gingembre, voilà, varié, hein. Et il n'y a pas besoin d'appliquer un protocole strict pour ce type de jeûne. D'accord. Donc, pareil pour le jeûne intermittent, finalement, c'est quand même mieux de prendre un dernier repas assez léger où il y aura Le repas du soir, tu veux dire? du soir ou du midi si la personne ne mange pas le soir. Enfin, ça dépend du. Oui, enfin, dans tous les cas, le dernier repas que vous prenez avant de vous engager dans un jeûne, il est évident que c'est pas un repas où vous allez être repu jusqu'en haut de l'estomac. Vous gardez une cohérence. En fait, le repas ne change pas par rapport à vos habitudes. Vous mangez le même repas, les mêmes quantités. Il n'y a absolument rien qui change. Vous gardez vos habitudes alimentaires. Par contre, vous avez cette conscience que vous vous êtes impliqué dans un jeûne de 16 heures, de 24 heures, et que vous allez vous hydrater plus pour permettre la détox. Du coup, tu nous as déjà parlé du livre sur le jeûne que tu recommandes. Donc là, je vais te poser une autre question sur un autre livre. Quel est le livre, Christopher, qui a le plus influencé ta vie? Ça peut ne pas être sur l'alimentation, ça peut être vraiment sur ta vie, un partage de ton histoire. Eh bien, en fait, c'est une question qui est très intéressante, Damien. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Donc, voilà, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai d'ailleurs une bibliothèque bien garnie. D'en choisir un, c'est un exercice très difficile. Euh, J'aurais envie de parler des quatre accords Toltec. Voilà, j'aurais envie de parler des quatre accords Toltec. C'est un livre qui m'a profondément touché. Et les accords Toltec sont sur mon bureau, dans mes toilettes, dans ma cuisine. Voilà, c'est des accords que je relis très souvent. Et je trouve que si tout le monde appliquait ça au niveau personnel, professionnel, social, euh, politique, tout ce que vous voulez, euh, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de respect entre êtres humains, entre nous, envers nous-mêmes aussi, hein, de se respecter nous-mêmes, hein, parce que les quatre accords Toltec, c'est déjà pour vous hein, de les appliquer à votre niveau. Avant de vouloir changer le monde, il faut d'abord se changer soi. Donc, je dirais que je donnerai ce livre-là, voilà, qui m'a vraiment marqué et qui continue de m'accompagner chaque jour, en fait. Voilà. Ok, super.
pour ceux que ça intéresse, j'avais réalisé un résumé de ce livre qui est disponible sur mon site. Exact. Ouais. Donc, on crée dans nos têtes, on s'ancre sur les choses avec lesquelles on est d'accord. Dès qu'on est d'accord avec quelque chose, ça s'ancre dans notre tête et puis du coup, ça impacte notre vie. Donc, être attention finalement avec quoi on est d'accord, que ce soit conscient ou inconscient. Et du coup, la question ultime, Christopher, si tu pouvais voyager dans le temps et aller à la rencontre de tes arrière petits-enfants, quelles sont les 3 idées clés que tu leur partagerais? Hmm. Ah, ça c'est génial. Alors, mes arrière. Ah oui, donc c'est dans le passé, hein? Euh, Ou c'est ma descendance? Descendance, future. Ah, ok, d'accord, ma descendance future. Et si je devais leur apporter 3 idées clés de ma vie actuelle, c'est ça? 3 choses que tu as appris ou des prises de conscience ou qui te paraissent importantes pour vivre heureux. Ok, très bien. La première chose que je leur dirais, c'est une pensée est un fait. Et je leur dirais, vous devenez vos pensées. Donc, je leur dirais une prise de conscience forte, c'est faites attention à comment vous pensez, pensez de manière positive. Voilà, je dirais de ça. Une pensée est un fait. Maîtrisez vos pensées, ordonnez vos pensées. Euh, Soyez attentif à quand vous pensez négatif et transmutez ça tout de suite de manière positive. Ça, ce serait la première clé que je donnerais. La deuxième, ce serait sur l'image de soi. Euh, Peu importe le chemin dans lequel vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe le passé, peu importe si vous avez fait des erreurs ou voilà, d'avoir une bonne image de soi et cette bonne image de soi, de la cultiver par des affirmations ou en tout cas ne jamais se dévaloriser en fait. Voilà, c'est ce que je dis souvent aux gens. C'est la pire chose que vous pouvez faire, c'est de vous dévaloriser en fait. Voilà, une belle image de soi. Et ensuite, je parlerai de l'attitude. Je parlerai, ayez toujours une bonne attitude dans toutes circonstances parce que l'attitude que vous allez avoir envers vous, va déterminer tellement de choses. L'attitude que vous allez avoir envers la vie va déterminer l'attitude que la vie aura envers vous, l'attitude que vous aurez envers les autres va déterminer l'attitude que les autres auront vers vous. Et de toujours avoir une bonne attitude dans toutes circonstances, donc de traiter les gens autour de vous comme si c'était les personnes les plus importantes sur Terre. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Christopher. Du coup, c'est beaucoup autour de. J'ai l'impression que les 3 points tournent beaucoup autour de ce qu'on se dit dans notre tête finalement. Tu sais, au début, le premier c'était très clair, tu parlais des pensées. Et penser Le deuxième c'était plus les pensées vis-à-vis de nous-mêmes, de l'image qu'on a de nous-mêmes. l'image de soi. Et le troisième c'est les idées plutôt sur les autres. De se dire, si on a des mauvaises idées sur une personne, on va agir de façon cohérente avec nos idées. Donc, Et puis surtout qu'elles vont nous le renvoyer. hmm, Voilà. Donc, attention à comment on agit avec les autres, parce que si j'agis de manière non éthique, eh ben, ça, ils vont me le renvoyer aussi. Donc, voilà. hmm. On Il y a, parle de karma, on parle de spirituel hein, dans cette vidéo aussi. Hein. il y a l'aspect du biais de confirmation aussi, que si on a une croyance sur les autres, on va aller, si on croit que quelqu'un est méchant et débile, etc., on va observer tout ce qui nous fait confirmer cette pensée-là aussi. Donc, même sans prendre en compte le fait que la personne va agir en miroir, on va nous-mêmes déjà nous programmer dans ce sens-là. Merci beaucoup Christopher pour ce partage. Pour toutes les personnes qui souhaitent aller voir un petit peu ce que tu proposes, je mettrai dans la description un lien vers ton site, peut-être un lien vers le carnet, vers le bouquin aussi dont tu nous as parlé. Mhm. Voilà. Et bien, merci beaucoup Christopher. Passe une excellente journée.
Merci Et beaucoup, Damien. Merci beaucoup pour ce que tu fais, pour tes vidéos de très bonne qualité. Et je te remercie vivement de pouvoir faire participer aux gens de ta chaîne, de leur donner comme ça gratuitement des informations sur le jeûne. C'est super ce que tu fais, Damien. Donc, continue. merci, bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Au revoir.